Je suis Richard Lahide, je suis ménonite. Tous les autres qui viennent du Québec sont des frères ménonites. Et je suis là depuis 90. Je représente le Centre d'études anabaptistes de Montréal, qui a été fondé avec l'aide du Centre ménonite de Paris, mais qui a beaucoup à apprendre. Je suis également professeur à ce collège que Zachary a mentionné, l'École de théologie évangélique, qui va changer son nom très bientôt, École de théologie évangélique du Québec. Et les frères ménonites ont innové dans l'éducation, la première formation universitaire en théologie en français en Amérique du Nord depuis 1925. C'était les frères ménonites qui ont fondé d'abord un institut biblique et puis qui est devenu affilié avec l'Université Laval actuellement. Les Ménonites sont venus au Québec en 1956 et c'était, mais peut-être si je remonte encore, les premiers franco-protestants au Québec étaient là depuis 1830. C'était des missionnaires suisses, produits du Réveil là-bas, qui sont venus au Canada et ils ont travaillé fort. C'était surtout des baptistes au Québec. Mais depuis 1830, on n'a jamais eu de deuxième génération. Chaque fois, pour chercher des époux, des épouses. C'était des églises si petites, en fait, une trentaine, ce serait grand. Donc, pour trouver un partenaire, c'était pas évident. Donc, on allait soit vers les anglophones, d'habitude, donc on s'anglicise, soit un catholique, et là, on retourne à la foi catholique. Donc, tous les franco-protestants sont des ex-catholiques. Depuis 1830, chaque génération, c'est des ex-catholiques. Et c'est toujours le cas, sauf pour Zachary. Et quelques autres. Et alors, c'est une église, et je vois la différence avec la Suisse et la France, qui n'a jamais été autosuffisante côté financier. Donc, c'est toujours des anglophones qui décident. Et on vous envie de cela, que vous êtes, c'est vous autres qui financent les affaires. Au Québec, donc, les Ménonites sont venus à cause qu'ils ont entendu des récits de persécution au Québec. Et ils ont dit, mais ça se peut pas que des protestants soient mis en prison pour évangéliser. Et c'était des Alsaciens déménagés en Ontario qui se sont anglicisés. Donc, ils ne parlaient plus français, mais ils avaient quelque chose, un attachement face aux faits français. Alors, c'est eux autres qui ont financé des missionnaires pour venir au Québec en 1956. C'est vrai que les Ménonites au Canada sont connus plutôt pour la paix et justice sociale et les frères Ménonites pour l'évangélisation. Mais il y avait une autre mini-réveil en Ontario qui a produit ces missionnaires qui, au contraire de M. Dick, des frères Ménonites, étaient des introvertis venus c'était des vieux Ménonites, donc c'était un peu comme les Amish, qui avaient la formation jusqu'au 6e année et qui connaissaient pas le français du tout, qui n'avaient pas d'instruction, même l'école secondaire, et qui étaient des introvertis extrêmes, je dirais. Alors, ils viennent comme évangélistes. C'est pas le genre de personnes qu'on envoie aujourd'hui en mission, d'habitude. Mais ils ont fait quand même... il y avait des gens qui sont venus, le même réveil qui a touché toutes les églises évangéliques, les a touchés. Ils se sont impliqués dans les prisons. Au Québec, ils sont connus comme les spécialistes d'aumôniers en prison. Ils se sont impliqués dans les questions de paix et justice et MCC, de fonder MCC qui est venu plus tard. Et c'est MCC qui fait le pont entre les deux et qui amène l'aspect anabaptiste aux frères ménonites, je dirais. Aujourd'hui, les Ménonites, on a monté jusqu'à 6 églises, on est redescendu à 3, une anglophone, un francophone, et puis on dit allophone au Québec, mais une hispanique.
Et notre Église, moi je fais partie de cette Église qu'on a entendu tantôt, qui a 10 membres. Donc on voit toutes les églises en France et en Suisse comme des grandes églises. Et sur notre conseil d'église, il y a une personne, un hispanique, un congolaise, moi un anglophone, puis une québécoise de souche ou de pure laine, comme on dit. Alors, et c'est une assemblée qui est conjointe, frères mennonites et mennonites, ce qu'on a travaillé longtemps pour avoir ce pont. Alors, mes impressions de la Suisse et de la France, du milieu francophone, un aspect, certainement, vous êtes autosuffisant côté financier et c'est tellement souhaitable. Je suis historien du protestantisme franco-protestant au Québec et je vois qu'ils ont toujours eu... S'il y a une crise financière ailleurs, on coupe le Québec. Et c'est normal, c'est leur argent. Mais pour le Québec, depuis 1830, on est dépendant. Et on a parlé de la silence de Dieu. En fait, il y avait ce grand réveil qui a motivé tant de personnes et toutes les églises, tous les membres des frères mennonites et des mennonites d'aujourd'hui sont de mon âge, presque. Et la génération après, on n'a pas compris parce que les gens de l'époque pensaient c'est normal. Dans le livre des Actes, on voit des milliers qui se convertissent. Et quand ça ne se fait plus, qui est-ce qu'on va blâmer pour ça? Les pasteurs n'ont pas prié assez. On n'a pas mis assez de temps dans l'affaire. Et c'est un peu pour ça que j'ai écrit un livre sur le réveil pour essayer de dire que c'est un phénomène qui touche toute la société. C'est pas ton pasteur qui est responsable pour ça. Mais la silence de Dieu, c'est un aspect et on est emballé par le milieu ici qu'il y a tant de jeunes, qu'il y a tant de bénévoles, qu'il y a tant d'églises qu'on considère très grandes. En fait, la norme au Québec, c'est une trentaine de personnes. Ça, évidemment, on ne peut pas payer un pasteur avec ça. Et on peut pas maintenir les jeunes comme ça. Alors, on est dans ce questionnement de la silence de Dieu, mais nous sommes encouragés beaucoup. Et le fait de manquer des ressources en français, ce qui a toujours été depuis 1830, encore une fois, c'est des étrangers qui viennent, c'est l'argent étranger et c'est des choses en anglais qui viennent dans notre milieu.